L'histoire d'Heritage Fight, c'est en soi une aventure qui prend racine déjà en France parce que faut faire la démarche d'aller en Australie. J'étais en train de terminer mes études et un sentiment de colère s'est installé et je ne savais pas exactement contre quoi. J'arrivais pas à déterminer pourquoi j'étais habitée par autant de colère. Je voyais juste que quelque part, le métier que j'étais en train de faire et dans lequel j'avais énormément investi me menait pas vers finalement le mode de vie ou la personne que je voulais être en tout cas. Et je suis tombée sur ce livre incroyable de Marlo Morgan, Message des hommes vrais au monde mutant. Et ça a été vraiment une révélation de découvrir un peuple autochtone qui n'utilisait pas de plantes psychotropes pour atteindre leur spiritualité, mais finalement leur passerelle pour atteindre des niveaux différés de conscience se trouve dans une chose qui est essentielle et universelle et finalement tout à fait humaine, puisqu'on le fait tous toutes les nuits, c'est de rêver. Et voilà, ça a piqué ma curiosité tellement à vif qu'il a fallu que je prenne mes billets d'avion et que je parte en Australie avec mon sac à dos et ma caméra pour aller découvrir ce peuple. La difficulté de ma démarche, c'était que je voulais trouver une tribu aborigène qui soit vraiment ancrée dans ses valeurs ancestrales, dans cette culture qui est transmise de génération en génération depuis des millénaires, mais à la fois qu'ils aient besoin de moi. Voilà, moi j'étais intéressée par leur regard, le regard qu'ils pouvaient porter sur notre civilisation, sur la culture occidentale qui leur était imposée finalement depuis très peu de temps. Et je ne pouvais pas le faire si à la fois eux, ils n'avaient pas besoin que je fasse un film pour porter une voix, pour défendre quelque chose qu'ils avaient de précieux à défendre, quoi. Une fois arrivée en Australie, ça n'a pas forcément été hyper facile de trouver en fait, la communauté en question parce que déjà quand je suis arrivée à Sydney, ça a été une claque monumentale. Je me suis dit très simplement, c'est foutu, j'arrive 50 ans trop tard, il n'y a plus d'aborigènes en Australie. Bon après, il faut comprendre que l'Australie, c'est ce qui se passe au-delà des villes. Donc il faut dépasser les villes, c'est des cités du monde. Et donc un périple de 40 000 km à travers le pays a commencé. Et j'ai fait plein de rencontres, évidemment. Il y a eu une multitude de sujets de documentaires possibles. Et je me suis retrouvée du coup à Broome à chercher vraiment plus intensément cette culture. J'ai appris bien plus tard qu'effectivement Broome, c'est une ville multiculturelle qui est fondée sur effectivement ce brassage ethnique et la symbiose entre la philosophie aborigène qui inspire toute cette communauté blanche qui a donné lieu à un combat évidemment tel que vous le découvrez dans le film. Je suis tombée sur un monsieur qui m'a dit que je sentais bon. Alors bon, c'était un peu étrange comme début de conversation et puis il m'a dit que je sentais bon spirituellement. Alors oui, effectivement, peut-être que ça fait sens dans un endroit tel que Broome. Et pour lui, une femme m'avait attendu toute sa vie pour me raconter son histoire. Et là, il m'a présenté Teresa. Ça a été une rencontre extraordinaire. Enfin, tout de suite, c'est cette grand-mère, tout sourire, qui m'accueille et qui me raconte voilà, comment elle est née dans le bush, comment elle a grandi dans le bush. Et c'était un coup de foudre quelque part. Et puis elle m'a demandé d'aller voir son fils, Joe, le chef spirituel. Lui m'a parlé du combat, de la menace qui pesait sur eux, de ce sentiment d'être en voie d'extinction en tant qu'espèce. C'était des mots très, très forts, très violents pour moi. Et il m'a demandé d'aller camper à James Price Point, l'endroit proposé pour l'usine à gaz. Je suis arrivée là-bas au coucher du soleil, j'ai dévalé les falaises rouges, j'ai traversé la plage, c'était marée basse. Je suis allée m'asseoir tout au bout des rochers face à cette côte magnifique. Et là, j'étais tellement émue
Ce film s'est imposé à moi, en fait, quelque part, comme quand on tombe amoureux. Drive safe. Yes, drive safe. You should take care. Okay. And take holiday sometime. No, not yet. One day when I'm dead, I'll take holiday. Good holiday. Happy good. Quand j'ai rencontré les Goularaboulou et qu'ils m'ont invité à vivre finalement avec eux sur leur terre, ça s'est fait petit à petit parce que quelque part, eux, ils étaient déjà fatigués des médias, des reporters nationaux qui venaient depuis déjà 2-3 ans faire des sujets sur tout ce problème d'usine à gaz. Il y avait une méfiance qui était déjà installée vis-à-vis de ce que je pouvais faire en réalité. Après, l'élément finalement qui a été un atout pour moi là-bas, ça a été d'être très jeune. Donc ils m'ont vu comme un enfant à éduquer. Et je me suis placée comme ça vis-à-vis d'eux aussi, puisque c'était pour ça que j'étais venue et que j'avais tout à découvrir, toute leur philosophie de vie. Donc voilà, j'ai commencé à vivre avec les uns, avec les autres, et à apprendre, et donc à changer de temporalité. Parce que quelque part, moi j'étais là pour faire un film, donc j'étais aussi dans une énergie créatrice, et il fallait que ça avance, etc. Mais voilà, ce que j'ai appris avec les aborigènes, c'est qu'une amitié se sait à l'échelle d'une vie, et qu'il faut prendre le temps de faire les choses pour les faire de la bonne façon. Life is so quick. End of the day, you'll be back home making this movie. We'll be still there in that movie you'll be making, but you'll be a long way from us. But your heart will be always here. But in there you'll see us, you'll say, oh, poor fella, well done. Finalement, ces 4 mois de repérage avec eux, qui peut paraître comme peut-être dans notre société une perte de temps, auprès d'eux, ça a été un gain extraordinaire de rentrer en profondeur dans leur mode de vie. Quand je suis revenue pour le tournage en lui-même, les choses avaient totalement changé. En l'espace de 7 mois, le combat au corps à corps avait commencé. C'est-à-dire que l'entreprise Woodside était sur les lieux, et donc il y avait vraiment une rencontre face à face. Et quelque part, moi, toute l'innocence du mode de vie que ces gens-là avaient depuis toujours était perturbée. C'était même plus finalement les personnes que j'avais apprivoisées pendant les repérages qui étaient sur le devant du combat, parce que ces gens-là étaient déjà épuisés. Au fil des semaines, quand on commence à vivre ensemble toutes ces émotions d'effroi par rapport à la violence de la police, de sentiment d'injustice par rapport à une situation qui ne devrait pas exister puisque l'entreprise en question est dans l'illégalité totale. Au fil de ces émotions et puis de ces moments de joie aussi partagés parce qu'il se passe de belles choses aussi, on finit par devenir une équipe, je dirais même une famille. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand je retourne à Broome, voilà, Teresa me considère comme une de ses nombreuses petites filles et on fait équipe, on fait corps tous ensemble. On a été unis dans un combat très très fort, comme des frères d'armes. To our arrest. It was the most beautiful arrest ever. And that the world To a beautiful has ever rest. seen. And if you're going to arrest me, you do it here on country, protecting it. Come with me, Louise. I don't want to go anywhere with you. All power to you guys. I just got to get into it. You know, I just got to play the character. You're good. You're fine. You're fine. You're doing great. All right. Method I've got acting. the next contract already. All right. Excellent. Do I look scientific with my GPS hanging out? Yeah, That's no, good. this That is was good. This is good. Yep. This is It's rolling, guys. Yeah. And Shall we waste the memory stick a little bit more? action. The protesting. Here we go. And action. Nice one, Shane.
Du premier jour de tournage jusqu'au dernier, j'ai pas cessé d'être tiraillée entre l'écriture que j'avais faite et qui se voulait être sur une toile de fond très très sereine et très belle de la culture aborigène. Donc je voulais créer la poésie, je voulais vraiment donner à voir, à sentir, à humer cet endroit au spectateur pour qu'il se retrouve à vivre cette expérience par les sensations autant que possible. Il y a eu une scission en moi qui s'est créée entre la réalisatrice qui est là pour faire le film et finalement la personne qui veut aider les gens, altruiste quelque part, et qui se doit aussi de continuer à faire corps avec cette équipe. J'ai fini par être là très souvent juste pour calmer le jeu, parce que la caméra avait cet effet d'apaiser les esprits, parce qu'évidemment c'est une guerre de l'image. Let's go, Will. Ça a été vraiment un gros souci pour moi parce qu'il fallait que je m'extirpe de cette densité quotidienne de la guerre, quelque part, pour aller faire mes images avec le steadicam, aller observer la nature, poser la caméra sur le trépied pendant une demi-journée pour faire un time-lapse. C'était très coûteux. Et je n'ai pas pu en faire autant que je voulais. Comme le dit très bien Anne Paulina en début de film, les aborigènes se retrouvent à mettre tout leur espoir de justice dans cette loi aborigène qui a été écrite dans les années 70 et qui se retrouvent parfois à se battre pendant 10 ans, 20 ans, à faire venir des anthropologues qui enquêtent et qui finalement, au bout de tant d'années, leur fournissent un papier en disant « oui, oui, vos aïeux sont bien d'ici, donc voici ce papier », donc ils reçoivent le native title. Et en fait, ce papier, c'est ni plus ni moins qu'un droit de visite. C'est là qu'il y a un manque de considération pour le citoyen aborigène qui n'est pas du tout considéré à égalité avec les autres citoyens, puisqu'ils ne sont pas propriétaires de leur territoire, au sens où nous, on l'entend dans notre culture. Ils ne peuvent pas mettre une barrière autour et dire personne ne rentre entre là et là, c'est pas possible. Ils n'ont aucun droit de veto sur toute construction qui pourrait se faire sur leurs terres, desquelles ils dépendent. Et ça, je préfère le préciser parce qu'on a tendance à penser qu'il serait très facile pour eux de prendre les pots de vin qui leur sont proposés et puis d'aller ailleurs. Mais non, parce que toute leur culture repose sur un paysage précis. Et ça, on peut pas leur enlever ça. Ils savent où camper, à quel moment de l'année, parce qu'il y a telle chose, parce qu'ils l'ont appris et qu'ils le vivent comme ça depuis toujours. Voilà, et c'est pas questionnable. All right, enough. Finish. The rough one, I just made it rough, just to show you, you know. I made it rough. 3, 6, 7, 8. What? 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I thought there was only 4 barramendis, but actually you have more. Wow. That's it. Je crois que si je devais établir quelques conclusions par rapport au combat que j'ai vu de mes propres yeux, dont j'ai été témoin, la première chose pour gagner un tel combat contre une multinationale serait tout d'abord d'avoir le courage de ses convictions. Ça commence par soi, ça commence par une personne, ça commence par un groupe, un noyau dur de 10 personnes qui en parlent à leurs enfants, à leur entourage, à leurs voisins, qui mettent une bannière devant chez eux pour dire qu'ils ne veulent pas de cette industrialisation. Et on se rend compte que très vite, c'est toute la rue qui met une bannière. Et puis, très peu de temps après, c'est toute la ville.
Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus seul. Et c'est très important, je pense, à l'heure actuelle, que les gens de bien, les gens qui veulent préserver la vie partout dans le monde commencent à se réunir, à se rassembler. On a vraiment besoin de ça à l'heure actuelle parce que je rencontre plein de gens qui veulent protéger certains endroits et tout le monde se sent seul, chacun dans son combat. Et quelque part, quand on se bat contre une multinationale, on se trouve impuissant. Mais on ne l'est pas. Je veux dire, si on est 99% de la population à se battre contre 1%, bien sûr qu'on gagne. Ça paraît idiot comme ça, mais bien sûr. Peu importe la montagne de dollars à laquelle on s'attaque. Après, c'est juste une histoire d'organisation. À Broome, c'était très simple. Il y avait 3 campements sur le terrain, une 60aine de personnes qui étaient là non-stop au quotidien. Et après, tout le reste de la ville, des gens avaient leur boulot et continuaient à travailler. Voilà, la communauté continuait à vivre d'une façon normale. Et chacun, à sa manière, a apporté sa pierre à l'édifice. Il y avait des gens qui, le matin, avant d'aller au travail, ils passaient au campement, nous déposaient un paquet de café, ils arrêtaient avec nous les voitures de Woodside au barrage et puis ils repartaient travailler. Il y en avait d'autres, ils venaient passer tout le week-end avec leurs enfants, nous apporter des vivres ou participer aux communications avec les médias aussi. Chacun a eu son rôle à sa façon. On n'a pas besoin de chercher ailleurs ce qu'on peut faire. On sait en nous-mêmes ce dont on est capable. Sunrise early in the morning, spreading all the light all around. Look at you, eh? That's a beautiful shot. That's a gorgeous shot. It really is. It really is. It's nothing like a bit of activism, you know, the minty moments To have in you the looking morning. good. Yeah, and you look good too, you know, not bad. You like them. Comme vous l'avez sûrement découvert dans le film, Louise Middleton, la femme blonde très charismatique, pour moi a été vraiment un élément fondamental dans cette campagne, dans le sens où elle a eu la vision médiatique de ce combat. I don't think Woodside or the state government or KLC can afford to be seen breaking this line. And I certainly don't think that they're going to start dragging away Indigenous people in front of cameras. It's not a good look. Okay, great. Okay. I just got to get back and keep... Déjà, elle a mis en place un blog sur Internet pour éveiller les consciences de sa communauté et elle s'est renseignée sur tous les aspects de l'usine à gaz. Elle a fait des recherches intensives. Et après, elle a réussi, à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers les médias locaux, à faire sortir des articles petit à petit qui montraient la vérité sur qui on était, enfin sur qui ils étaient en tant que personne. Et voilà, cette femme a eu la vision de toujours faire parler les bonnes personnes, avoir de bons porte-parole. C'est vraiment un élément essentiel dans une campagne qui est forcément médiatisée parce qu'on est dans des guerres de l'image. Excellent, the way you milled around. Confusion, it was the best strategy. Et c'est là que c'est très important parce que qu'est-ce qui compte pour une entreprise? Elle a 2 points faibles, c'est l'argent, et donc là quelque part c'est là que les campements ont servi à leur faire perdre jour après jour 150 000, 200 000 $ par jour. Au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, vous imaginez les pertes, c'est phénoménal. Et le deuxième truc qui est très important pour eux, c'est leur réputation. Et la réputation, elle se joue par rapport à l'opinion publique. Et c'est en ça que organiser le devant de la scène d'un combat tel que celui-ci est vraiment primordial. Moi, quand je suis partie du tournage, je veux dire, il n'y avait pas de place au doute. J'étais intimement persuadée que le combat allait être gagné. C'était pas possible que l'usine à gaz se fasse à cet endroit-là. C'était pas possible. Personne ne l'envisageait au final. Ouais, je pense que chacun était intimement convaincu de cette victoire. Et c'est très important de partir dans un combat en étant convaincu comme ça. Ça crée aussi une espèce de résilience qui est indestructible. Et je crois que l'élément finalement, et qui est sûrement
inspiré de la philosophie de vie et le mode de vie de ces gens-là, c'est qu'ils ne se battaient pas contre l'usine à gaz en réalité. Ils se battaient pour préserver leur mode de vie, leur environnement, cette culture. C'est une démarche tout à fait différente, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans le ressentiment, ils n'étaient pas dans l'amertume. En ayant cette approche très pacifiste, on arrive à se lever tous les matins, pendant des mois, à combattre cette entreprise qui est quand même... C'est un combat qui est très pernicieux. C'est lancinant pendant des mois. Ils investissent tous les aspects de votre vie. Ils sponsorisent le club de surf. Alors il y a des logos partout. D'un seul coup, vous vous rendez compte que la kermesse de l'école où va votre enfant est sponsorisée par l'entreprise Woodside. Ça devient vraiment un carcan horrible. Et non, et ces gens-là arrivent à apprécier chaque chose et à ne pas céder à la panique. Et finalement, ils arrivent à puiser au fond d'eux leur amour de cet endroit. Et je crois que c'est ça la magie de ce que j'ai vu, c'est qu'ils venaient de l'amour. Et quand on vient de l'amour, je crois qu'on est indestructible en fait. On ne peut pas tuer l'amour. Donc voilà, je crois que c'est ce que j'aimerais partager à tous les gens qui mènent des combats à l'heure actuelle, c'est de rester bien ancré dans ces valeurs, de savoir pourquoi on est là et jusqu'au bout et de le faire de tout son cœur.